Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Karine Lallieu. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes députée fédérale PS et également échevine de la culture et du tourisme, entre autres, à la ville de Bruxelles. Alors, ces derniers jours, vous en êtes rendu compte, les insultes, les propos déplacés ou ambigus parfois, ont volé bas. Alors on va prendre quelques exemples dans votre camp, donc du côté socialiste. Alors quelle est votre réaction et quelle est la pire de ces trois saillies qu'on a vues ces derniers jours, ou celle que vous voulez commenter en tout cas? La première, c'est Yvan Mayer, je suis la victime d'un assassinat politique. Puis nous avons en deuxième Éric Massin, la bourgmestre et maire de Courcelles, c'est la plus rosse, la plus salope. Et en C, Elodie Roupeau, c'est une Belgique des diamantaires anversois qu'on a aujourd'hui, alors que nous avons besoin d'une Belgique plurielle. Alors, est-ce qu'il y a, parmi toutes ces saillies, l'une ou l'autre qui vous semble particulièrement déplacée? Mais c'est celle d'Éric Massin. C'est indigne, c'est une insulte indigne d'un homme politique, c'est une insulte sexiste, c'est encore pire, et on sait combien on doit lutter contre le harcèlement, contre le sexisme dans les lieux publics ou dans les lieux privés, mais Éric Massin s'est directement excusé, il s'est excusé aussi auprès de toutes les femmes qui ont pu être offensées et qui ont été d'ailleurs offensées dans ses paroles. Donc voilà, j'espère que plus jamais on aura à subir, nous les femmes, ce type d'insultes, ni de la femme, ni de la part d'ailleurs d'un homme politique, ni même en espace public. Ça veut dire que la page est tournée, les excuses suffisent? En tout cas, il s'est excusé auprès de la bourgmestre, il s'est excusé auprès de toutes les femmes, très rapidement, et heureusement, je dis heureusement, après, je ne suis pas à la Fédération du Hainaut. Donc, ça se passerait à la Fédération bruxelloise? Il y aurait on le condamnera avec force, et la présidente de la Fédération aussi, sûrement, oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez que ces jours-ci et les semaines qui vont venir, on aura une campagne électorale communale particulièrement dure, avec des insultes, des noms d'oiseaux? Je souhaite que non. Ça donne une image détestable du politique. Alors, c'est des projets qui se confrontent, c'est des projets de société, ce sont des valeurs qui se confrontent. C'est comment et quelle société nous voulons demain, quelle vie nous voulons demain. Il ne faut pas attaquer les personnes. Ce ne sont pas les personnes qu'il faut attaquer, ce sont les projets et les valeurs qu'elles portent. Et j'espère que tout le monde restera digne dans cette campagne. Mais c'est vrai que vous avez cité des socialistes, mais on sait que d'autres partis, même si je n'excuse en rien, évidemment, les insultes de politique socialiste, on sait que des autres partis ne sont pas en reste. Alors je demande que tout le monde soit serein et qu'on n'attaque pas plus les personnes et qu'on n'attaque pas les personnes. En tout cas, ce n'est pas la manière dont moi, je fais de la politique. Juste, je signale que j'ai choisi des socialistes parce que je trouve plus intéressant que vous réagissiez là-dessus plutôt que de condamner les autres partis. Parce que ça, j'imagine, c'est le genre de choses qui se font facilement. Je les condamne aussi, bien entendu. Alors, passons à un sujet fédéral important aujourd'hui, parce qu'en commission de la justice, vous avez enfin pu commencer à parler d'avortement et d'IVG hors du code pénal. D'abord, comment ça s'est passé? Est-ce que vous vous êtes mis d'accord au sein de cette commission de la justice sur un calendrier pour travailler sur ces textes de loi? Alors, juste un petit rappel, ça fait 2 ans que le groupe socialiste a comme priorité la dépénalisation de l'IVG, donc c'est sortir l'avortement du code pénal pour que les femmes puissent disposer librement de leur corps. Et aujourd'hui, malgré que les conservateurs, le CDNV, la NVA, mais aidés par le MR, ont essayé de noyer le débat, nous avons quand même obtenu qu'il y ait des auditions et qu'il y ait un agenda pour ces auditions. Mais vous savez, c'est après 5 mises à l'ordre du jour. C'est très long. Et on sent qu'il y a... Ne boudez pas votre plaisir, Karine Lallieu. Alors, c'est pas mon plaisir. C'est d'abord une victoire pour les femmes. Je rappelle que cette lutte, c'est une lutte des femmes et c'est une lutte aussi contre les conservateurs, surtout de droite aujourd'hui. Quand on voit la Hongrie, la Pologne, l'Espagne, l'Italie, on sait les reculs des droits des femmes. Donc, on se bat pour le droit des femmes ici. Et puis, la victoire n'est pas encore là. Nous voulons obtenir un vote d'ici le 21 juillet. Ce qu'on demande simplement, c'est de laisser le Parlement travailler. Donc on sait que 75% de la population est pour la sortie du code pénal de l'avortement. On sait qu'on a une majorité au Parlement. On demande au MR, au CDNV, à la NVA de nous laisser travailler et que chacun puisse se positionner. Je ne demande pas que tout le monde soit d'accord avec moi. Je demande simplement que la démocratie puisse fonctionner. Aujourd'hui, le MR ne le permet pas.
quand même, au sein du MR, le soir a fait un pointage. Il y a 15 élus sur 20 qui sont prêts à voter les textes, et 4 qui hésitent encore. Mais ils ne permettent pas qu'on vote. C'est facile de tenir des discours dans les médias. C'est de l'hypocrisie. Ils disent ça dans les médias pour une certaine frange de la population, et au Parlement, il ne nous permet pas de travailler. Donc j'espère que nous pourrons, et que chaque personne pourra se positionner en conscience d'ici le 21 juillet. Et là, peut-être que je referai reconfiance au président de la Commission de justice, qui est un MR, mais qui noie le poisson aujourd'hui. Mais donc, l'idée, c'est quand même d'aller assez vite. Donc, des auditions tous les mercredis, c'est ça, de spécialistes et d'experts. Évidemment. Et ce n'est pas vite. Ce n'est pas vite. Ça fait 2 ans qu'on demande à l'ordre du jour. On sent qu'il y a un consensus dans la société, qu'il y a une majorité dans le Parlement. Je veux juste un débat serein pour qu'on puisse discuter sereinement de cette problématique qu'est l'avortement. Alors justement, tout le monde n'est pas d'accord. Vous avez cité le CDNV et la NVA. Et surtout au CDNV, on a l'air d'être totalement opposés, parce que même le CDH serait d'accord sous certaines conditions. Comment vous pouvez faire changer d'avis le CDNV? Ou bien, finalement, peu importe, c'est un vote majoritaire contre des minoritaires? Je ne demande pas aux personnes de changer d'avis. Je demande, pour les débats éthiques, on a eu l'habitude de travailler en Parlement, au Parlement, et que chacun puisse se positionner. Et nous avons une majorité avec ou sans le CDNV, avec ou sans la NVA. Donc que chacun se positionne. Mais c'est ça la démocratie à un moment donné. Que chacun puisse se positionner par rapport à ses valeurs, par rapport à son éthique. Et ce que je dis toujours, en votant la dépénalisation de l'avortement, on ne retire pas un droit à quelqu'un. On offre un droit nouveau sans culpabilité aux femmes, mais en même temps, on ne l'impose pas à celles qui sont contre l'avortement. Mais aujourd'hui, ça va dans le sens de la société. Il faut enlever l'IVG, dans le sens de l'histoire, enlever l'IVG du code pénal pour déculpabiliser les femmes et pour éviter tout retour en arrière, comme il y a dans d'autres pays d'ailleurs. Alors, on parle aussi d'un deal au sein de la majorité entre justement cette dépénalisation et le registre d'enfants morts-nés. Est-ce que ce serait acceptable pour vous? C'est un point sur lequel insiste beaucoup le CDNV. Ils comptaient même au départ sur une personnalité juridique de l'enfant mort-né, mais là, apparemment, ils en sont revenus. Est-ce que vous seriez, vous, d'accord de voter un texte sur le registre des enfants mort-nés? Moi, je parle de chantage. Et c'est un chantage inacceptable. C'est pas un deal, c'est un chantage inacceptable. Je comprends à un moment donné que un couple dont la femme fait une fausse couche, ça peut être vécu comme un traumatisme. Et déjà, beaucoup d'hôpitaux d'ailleurs ont un registre pour ces enfants pour les enfants qui ne sont pas nés, ne sont pas des enfants, c'est les fœtus et la maman a fait une fausse couche. Il y a aussi la parcelle des étoiles, donc là aussi on peut inhumer l'enfant, le fœtus, mais je ne veux pas aller plus loin. Reconnaître des droits à un fœtus non viable, ce serait directement porter atteinte à l'avortement. Et je rappelle qu'aujourd'hui déjà, Maggie de Bloch, par exemple, a pris une décision, ne plus permettre la distribution de la pilule du lendemain dans les plannings familiaux. Ça, c'est une attaque aussi, effectivement, à la contraception et une attaque à l'avortement. Je rappelle aussi qu'une proposition MR a été votée, d'ailleurs, dans le Parlement, où on reconnaît l'enfant dans le ventre avant même qu'il soit viable, avant même 1 mois. Et donc, on voit que les attaques sont là. Et donc, je demande justement qu'il n'y ait pas de chantage entre la dépénalisation de l'avortement, qui est un choix éthique, un choix de société, et d'autres propositions qui seraient sur la table. Donc on verra comment dans les semaines prochaines ça va se passer, si ce débat a lieu sereinement, comme vous le demandez. Je l'espère. Si le vote a lieu avant le 21 juillet ou s'il est reporté à plus tard. Et on verra s'il n'y a pas ce texte sur le registre des enfants mort-nés qui arrive tout d'un coup sur la table de la Commission. Alors, je voulais parler avec vous de la ville maintenant, la ville de Bruxelles. D'abord, une question sur le futur lieu d'accueil pour les réfugiés, parce que, vous savez, les portes du Lys ont dû fermer leurs portes. Est-ce que l'équipe de la plateforme citoyenne peut encore compter sur la ville de Bruxelles pour un local? Elle a toujours pu compter sur la ville de Bruxelles, et nous étions les premiers, effectivement, à travailler avec ces associations, à travailler à la dignité de tous ces migrants pour éviter qu'ils dorment dans le froid, dans la pluie, dans des campements ou autres. Nous sommes toujours prêts à louer un bâtiment et travailler avec ces associations. Je sais qu'il y a des négociations et ils sont en dialogue aussi avec la région pour le financement. Et donc, ce que je revendique
quand même aujourd'hui, c'est qu'enfin le fédéral prenne ses responsabilités, même si la ville va continuer à les prendre, la région aussi. Le fédéral, aujourd'hui, ne prend pas cette responsabilité. Or, la politique des migrants, c'est une politique du fédéral. Nous demandons, nous réclamons un centre d'orientation pour tous ces migrants. Donc le fédéral, effectivement, n'intervient pas là-dedans. Le régional n'est pas intervenu dedans, mais vous nous dites qu'il y a des chances qu'il intervienne maintenant. Il est intervenu par le financement des ONG quand même. Oui, déjà mais pas directement. Mais pas directement, oui, évidemment. Et alors, ce sera encore à Arronne ou ce sera ailleurs? Écoutez, les dialogues sont occupés, tant avec la ville qu'avec la région. Mais ce qu'on veut effectivement, c'est que ces personnes aient un endroit où pouvoir vivre un minimum décemment. Alors, 50 ans après, que reste-t-il? La contestation de mai 68. Il y a une grande exposition à la Centrale qui dépend de la ville de Bruxelles et de votre Eshfina. Mais de manière générale, pour vous, qu'est-ce qui reste vraiment de mai 68? Alors, mai 68, c'était quand même une révolte contre le patriarcat. On parlait de l'avortement et de la liberté des femmes aussi, à pouvoir travailler, à pouvoir disposer de leur corps. C'était une première... C'était une révolte contre ça, mais je rappelle que c'était une révolte étudiante aussi, pour plus aussi un autre enseignement dans les universités, une autre ouverture des universités, qu'il ne soit pas la chasse gardée d'une certaine classe sociale, donc l'ouverture, et puis aussi les travailleurs. C'est les usines qui ont rejoint tout ce mouvement pour les droits des travailleurs. C'était un grand mouvement aussi de défense des droits et des avancées de droits sociaux pour les travailleurs. On s'est amélioré sur ces 3 points-là? On s'est amélioré. Et puis pour le moment, il y a une régression. On ne va pas se mentir. Quand on voit la société aujourd'hui, l'économie des plateformes, quand on voit les esclaves que sont les livreurs des Deliveroo, quand on voit les esclaves d'Uber, quand on voit que petit à petit on déconstruit tous les droits sociaux qui ont été durement acquis depuis la Seconde Guerre mondiale, eh bien j'ai peur effectivement de cette régression sociale et on sait que chaque fois que la droite est seule au pouvoir, voilà ce qu'il en est. C'est directement les travailleurs qui sont touchés, directement les femmes qui sont touchées, directement les catégories les plus fragilisées de notre population qui sont touchées. Et par exemple aujourd'hui, avoir des réunions féministes racisées, avoir des réunions féministes où il n'y a pas d'hommes et pas de blancs, est-ce que c'est une bonne solution? Mais je pense que le féminisme, c'est aussi une affaire d'hommes. Quand on parle de l'égalité salariale, quand on parle de l'avortement, quand on parle de l'égalité, effectivement, dans la rue, du harcèlement sexuel, eh bien tout ça, ça doit être une affaire d'hommes. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont concernés aussi, il ne faut pas croire. Pour moi, le féminisme doit être porté par toute la société parce qu'il y a 50% de femmes et d'hommes. Et l'égalité, pour moi, est une nécessité. Donc c'est plutôt universel c'est universel. Et pas évidemment communautarisé. Que c'est universel, oui. Merci Karine Lallieu. Demain, on se retrouve avec une autre interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.